Qu'est-ce que le bonheur? C'est la question que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Et si vous avez cliqué, c'est sûrement aussi votre cas. Mais comment l'atteindre? Et qu'est-ce qui, vous, qui regardez cette vidéo, vous aiderait à être plus heureux? Eh bien, beaucoup de philosophes à travers l'histoire ont cherché des éléments de réponse à ces questions qu'on peut retrouver dans énormément d'œuvres, dont des films. Et il y en a notamment un qui est malheureusement passé un petit peu inaperçu lors de sa sortie. Soul de Pixar. Un film sur la mort, la vie et bien évidemment, le bonheur. Et si j'ai envie de vous en parler, c'est parce qu'il m'a fait remettre en question certaines choses, et je pense qu'il peut aider certains d'entre vous à trouver une conception du bonheur qui vous convient. Bon, en vrai, est-ce que je t'en parle? Bien sûr. Allez, c'est parti. Laissez-moi vous raconter comment ça commence. Voici Joe Gardner, un professeur de musique qui rêve de devenir un joueur de jazz reconnu, mais reste coincé dans le rôle d'enseignant. Sauf qu'un espoir revient. Il reçoit l'appel d'un ancien élève qui lui fait une proposition qu'il ne peut pas refuser. Jouer avec Dorothy Williams, une très grande saxophoniste que Joe admire. Ici, on comprend déjà quelle est la vision de la réussite et du bonheur du personnage. Avoir un objectif et Joe sera comblé une fois qu'il sera atteint. Car c'est sa seule raison d'être. Une vision du bonheur qui peut déjà se rapprocher de celle de certains philosophes. Pour Nietzsche, une vie heureuse est une vie qui se réalise, se dépasse et transforme ses capacités en quelque chose de personnel. Ce serait donc l'accomplissement, la clé. Et surtout, pour Nietzsche, la souffrance n'est pas l'opposé du bonheur. Au contraire, l'accomplissement peut souvent passer par la difficulté. Un exemple concret, un sportif qui veut être meilleur que les autres et gagner des compétitions, eh bien il doit travailler dur et donc souffrir pour atteindre ses objectifs. Néanmoins, nuance, Joe se définit uniquement par la musique, qui est quelque chose d'extérieur à lui. Alors que Nietzsche propose plutôt de sculpter sa propre identité. Vous enlevez la musique à Joe, il n'est plus rien. Et donc pour revenir au film, Joe accepte évidemment, Dorothy est d'accord de l'intégrer, Joe devient totalement euphorique, et là... il est mort. Alors, restez encore, c'est pas la fin du film. En fait, Joe se retrouve à l'état d'âme sur le chemin pour aller dans l'au-delà. Mais Joe essaye de retourner dans le vrai monde, il doit jouer avec Dorothy. Mais ses efforts l'amènent à se retrouver dans un endroit étrange. Le grand avant. C'est ici que les âmes sont forgées afin d'être prêtes à vivre. Et des entités qui s'appellent tous Michel se chargent de cette mission. Mais parallèlement, Terry, celui qui se charge de compter les âmes qui vont dans l'au-delà, remarque qu'il en manque une. Joe. Et c'est lui qui va être l'antagoniste du film. Sauf que les Michel prennent Joe pour un mentor. Une âme décédée qui va aider une nouvelle âme à trouver sa flamme, comme ils le disent, qui s'apparenterait à une vocation. Et une fois ça fait, les âmes ont le droit à un pass pour aller sur Terre. Joe va donc avoir dans les pattes 22, une âme qui a donné du fil à retordre à beaucoup de mentors avant lui. Car elle dit détester la Terre et être bien là où elle est. Mais bon, Joe, il s'en fiche. Ce qu'il veut, lui, c'est toujours retourner sur Terre. Et ça tombe bien parce que 22 connaît quelqu'un qui a la capacité de passer entre les deux mondes, un certain Moonwind. Comme d'habitude, faites pas attention à mon accent anglais. Et c'est là que l'on découvre la zone, l'un des passages les plus intéressants du film selon moi. La zone est présentée comme un espace où des âmes de personnes vivant sur Terre peuvent y rentrer lorsqu'ils sont dans un état de flow. L'état de flow, pour faire simple, c'est un état de concentration optimale où une personne est totalement absorbée par une activité. Sauf qu'il y a également les âmes perdues, décrites comme ayant une idée fixe qui leur empêche de profiter de la vie. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, ces âmes ne sont pas celles de personnes qui n'ont pas ou plus de passion qui leur permettrait d'atteindre cet état de flow, mais peuvent être également celles de personnes qui sont tellement focalisées sur leur passion qu'en conséquence, ils se sont coupés de la vie. On est donc sur une métaphore visuelle où on peut y voir quelque chose d'assez inattendu. La passion peut nous permettre d'avoir une vie plus heureuse, mais cette même capacité peut nous en éloigner. Mais dit comme ça reste abstrait. Concrètement, comment la passion pourrait amener à ça, et quelle est la solution ? Eh bien, la suite des événements du film va répondre à cela, et va se dérouler sur Terre. Car Moonwind va aider Joe à retourner dans son corps. Sauf que 22 va elle aussi passer d'un monde à l'autre. On se retrouve donc avec 22 dans le corps de Joe, et Joe dans le corps d'un chat. Alors au début c'est rigolo, on a le droit à quelques gags, mais faut trouver une solution maintenant. Nos protagonistes pensent donc à retrouver Moonwind dans le vrai monde pour qu'il remette Joe dans son corps. Et à partir de là, il va y avoir plusieurs péripéties que je vais zapper parce que soit elles se répètent, soit elles servent uniquement l'intrigue. Et ici on est plus là pour comprendre le message, bien que pour ça il faut comprendre une partie de l'intrigue. Mais il y a tout de même des passages importants à retenir. Notamment les premières expériences que 22 va faire sur Terre, qui vont lui donner du plaisir. Manger une pizza, quand elle va apprendre à marcher, ou bien s'émerveiller de la nature. Plein de petites choses qui vont la rendre heureuse et lui donner goût à la vie.
C'est donc un constat qui va un peu à l'opposé de la vision du bonheur de Joe. Là, ce sont des choses banales que tout le monde peut faire très facilement qui permettent de l'atteindre. Mais il y a un passage en particulier qui a retenu mon attention. C'est quand 22, toujours dans le corps de Joe, doit aller chez le coiffeur et discute avec d'autres clients, mais surtout avec la personne qui la coiffe. Un personnage qui n'a pas réussi à réaliser son rêve, devenir vétérinaire, mais tout de même content du travail qu'il a actuellement, car ça lui permet de rencontrer des gens formidables, comme il le dit. On retrouve donc chez cet homme un bonheur qui est dû à quelque chose de simple et banal, discuter avec des gens. Et surtout, s'il a changé de vocation, c'était pour sa fille qui était malade. Ils avaient besoin d'argent tout de suite, donc il a arrêté ses études pour travailler. Il a fait ce qui était bon pour ses proches avant de penser à son rêve. Contrairement à Joe, qui lui est plutôt égocentré. Lorsque 22 dit vouloir garder encore un petit moment le corps de Joe car elle pense être sur le point de trouver sa flamme, Joe refuse catégoriquement. Il doit retourner dans son corps maintenant pour son concert avec Dorothy. Un petit détail qui montre également ça, c'est lors d'un appel entre Joe et son ancien élève dont on avait parlé avant qui lui avait fait la proposition. En fait, Joe avait peur de plus pouvoir jouer avec Dorothy à cause d'un certain événement et son élève lui dit que c'est bon, il va essayer d'arranger ça. Puis enchaîne sur le fait que Joe a été un modèle pour lui. Et Joe va réagir en s'extasiant uniquement à l'info comme quoi il va pouvoir participer au concert. Et ne fait pas attention au reste, le sentiment de son élève. C'est pareil avec le coiffeur cité plus tôt. Joe ne faisait que parler de jazz avec lui, mais ne s'était jamais intéressé à sa vie, alors qu'il le côtoie très régulièrement. C'est avec tout ça qu'on comprend qu'il se rapproche beaucoup des âmes perdues, et qu'on comprend concrètement comment est-ce qu'elles le deviennent. Joe est vraiment coupé du reste du monde et de la vie. Mais pour revenir à l'intrigue, Terry, dont on avait parlé plus tôt, les retrouve et les ramène dans le grand avant. Sauf qu'avant que Joe quitte 22, les Michel ont remarqué que 22 a trouvé sa flamme, et peut désormais aller sur Terre. Sauf que Joe lui dit qu'il ne connaît rien du monde, c'est parce qu'il est allé dans son corps qu'il a pu avoir sa flamme. Déprimé, 22 lance son passe à Joe, qui ne manque pas l'occasion de l'utiliser pour revenir sur Terre. Une fois ça fait, il va voir Dorothy, déchire lors de son concert, et voilà, il a réussi. Son rêve est réalisé, il va devenir jazzman et continuer à jouer avec Dorothy. Mais c'est là qu'arrive la désillusion. Joe pensait qu'il allait ressentir quelque chose de plus fort. Est-ce que c'est vraiment ça qui garantissait le sentiment d'une vie accomplie ? Joe rentre chez lui et observe les objets que 22 avait ramassés sur son chemin quand elle était dans son corps, qui l'émerveillaient et qui représentent les expériences qu'elle avait faites sur Terre qui la rendaient heureuse. Ces objets inspirent Joe, qui commence à jouer. Puis, grâce à ce qui me semble être un petit peu une facilité scénaristique, mais on va passer outre, Joe se retrouve dans la zone avec Moonwind, qui lui apprend que 22 est devenue une âme perdue, parce qu'elle se sent inutile car elle n'a pas de réelle vocation. Sauf que je ne vous ai pas parlé d'un dialogue qui a eu lieu entre Joe et un des Michel, où Michel dit à Joe que la flamme n'est pas une vocation. Et ce que Joe va comprendre par la suite et qu'il va dire à 22, c'est qu'en réalité, on obtient une flamme quand on est prêt à vivre. Même, ça veut dire quoi être prêt à vivre ? Eh bien, c'est quand on a appris à s'émerveiller de la vie. Ce qu'a fait 22 durant son passage sur Terre. C'est ce que je comprends à travers ça en tout cas. Et cette révélation va guérir 22, qui va enfin pouvoir aller sur Terre. Quant à Joe, les Michel se sont mis d'accord pour lui donner une deuxième chance. Mais cette fois-ci, Joe va savourer chaque moment. La thèse du film est donc assez claire, le bonheur passe également par l'émerveillement et le plaisir des petites choses de la vie. Et même si on accomplit de grandes choses, si on oublie cela, on ne sera pas heureux. Le film montre même qu'accomplir de grandes choses n'est pas nécessaire pour être heureux. L'émerveillement et le plaisir suffisent. Mais ça va même encore plus loin, le film montre que cette envie d'accomplissement peut être source de malheur. Il y a notamment un moment avant son concert où Joe dit que s'il mourait maintenant, il aurait l'impression d'avoir tout raté. Ce qui montre bien qu'il passe à côté de toutes les belles choses que la vie peut lui offrir et qu'elle lui a déjà offert. C'est comme s'il se refusait de vivre et d'être heureux avant d'accomplir son rêve. Mais cette conception du bonheur que nous propose le film peut se rapprocher de celle d'Épicure, un philosophe de l'Antiquité grecque qui se rapprochait un petit peu de cette idée, que le bonheur réside dans des plaisirs simples, partager un repas, développer ses amitiés, admirer, s'émerveiller face à la nature, vivre sans agitation inutile. Et les plaisirs plus complexes comme la gloire, le luxueux, la richesse, nous rendent dépendants et anxieux, car ils demandent des efforts constants, de la souffrance et créent la peur de perdre ce que l'on a. Les plaisirs simples, eux, s'obtiennent sans stress. Après, Épicure parlait aussi des conséquences de ces plaisirs qui peuvent amener à la souffrance. Il ne faut pas atteindre l'excès et modérer ses plaisirs pour qu'il ne soit que plaisir. Pour prendre un exemple concret, manger un gâteau sur le moment, c'est du plaisir, mais si on en mange trop, on peut devenir malade. Sauf qu'on retrouve pas vraiment ce propos dans Soul. Donc pour résumer le message de Soul en une phrase, comme disait Balou, il en faut peu pour être heureux. Après, le film ne dit pas que Joe doit arrêter le jazz et passer à une vie
vie de oisiveté, mais plutôt de trouver un équilibre. On voit même que se reconnecter avec les plaisirs du monde inspire Joe dans sa passion. Et puis évidemment, on peut questionner le message du film, certains vont le trouver faux ou incomplet. Et en fait, la question « le bonheur consiste-t-il à désirer moins ou à accomplir davantage ?» a été source de tension depuis très longtemps. Et c'est assez intéressant de voir que c'est présent encore aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux. D'un côté, on peut avoir des gens comme Yomi Denzel par exemple, qui prônent le dépassement de soi à travers la réussite financière principalement, Thibaut InShape à travers la réussite sportive, mais également Inoxtag avec son documentaire Kaizen qui prône le développement de l'esprit à travers l'émerveillement du voyage, mais aussi l'accomplissement sportif. Alors que d'autres personnes, principalement chez les spectateurs, vont pointer du doigt le fait que ça peut donner trop de pression à certaines personnes, voire amener à des burn-out. Mais donc, c'est quoi la réponse? Comment être heureux? Eh bien, la philosophie et l'art ne sont pas vraiment là pour nous proposer des vérités absolues, mais plutôt pour nous faire réfléchir. Et dans le cas de Soul, nous proposer des éléments de réponse à la question citée plus tôt. Après, je peux vous dire si je suis d'accord avec la thèse du film. Eh bien, personnellement, je suis partisan de l'idée que le bonheur passe par l'accomplissement. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube, pour me développer dans un domaine, m'améliorer et espérer devenir meilleur. Mais depuis quelque temps, je commence à être un peu d'accord avec Soul et Épicure dans une certaine mesure. Je me suis rendu compte que mon bonheur était dépendant de ma réussite. Et quand je suis pas satisfait de mes vues ou de la pertinence de ce que je raconte dans mes vidéos, apprécier des plaisirs simples comme passer du temps avec d'autres personnes devient plus compliqué parce que je pense qu'à la chaîne YouTube. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler et que je dois pas définir mon existence par cette chaîne YouTube. Le but, c'est pas simplement que ma chaîne YouTube marche, mais c'est de compléter mon bonheur par la réussite de la chaîne YouTube. De mon point de vue, l'accomplissement enrichit le bonheur, mais il ne doit pas en devenir la condition. Voilà mon avis basé sur mon expérience personnelle, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce film, pour vous faire réfléchir sur votre conception du bonheur, et est-ce que celle que vous avez actuellement vous convient et vous rend vraiment heureux? Si la réponse est non, je pense que des œuvres comme Soul peuvent vous aider à mieux comprendre de façon visuelle ces deux conceptions du bonheur qui s'opposent. Parce que les idées philosophiques peuvent paraître abstraites, alors que des films, par exemple, peuvent les rendre plus concrètes à travers notamment les émotions qu'ils nous procurent. Et il est d'autant plus réussi que c'est un film pour enfants, donc il a simplifié des concepts philosophiques de façon assez explicite pour son public, mais reste assez subtil de mon point de vue afin de ne pas être trop lourd pour un adulte. Mais comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres observations et interprétations, puis de les partager en commentaire parce que le débat enrichit la compréhension de l'œuvre. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mais vous pouvez aussi aller voir cette vidéo sur le problème de Spider-Man Brand New Day. C'était Ludiv, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine.